Elle était la flamme qui brûlait trop fort, trop vite. À seulement 25 ans, Françoise d'Orléac tournait déjà dans près de 20 films, posait pour Dior à 10 ans et partageait les plateaux avec Truffaut, Polanski et Belmondo, mais un virage manqué sur l'autoroute A8 a éteint cette lumière pour toujours, laissant sa sœur Catherine dans l'ombre d'un destin volé. Et si elle avait vécu un jour de plus? Imaginez ce qu'elle aurait pu devenir. Bienvenue dans cette plongée fascinante dans la vie de Françoise d'Orléac, la rebelle magnétique du cinéma français, celle qui courait après la gloire pendant que Catherine hésitait encore. Si vous adorez les histoires vraies de stars oubliées, de rivalités sororales et de tragédies qui changent tout, likez cette vidéo dès maintenant et abonnez-vous avec la cloche pour ne rien rater. On va explorer ensemble pourquoi sa famille a gardé le silence pendant 30 ans, et comment cette sauvage impulsive a marqué le 7e art à jamais. Allez, likez et abonnez-vous, ça motive pour la suite. Françoise d'Orléac était la sauvage, l'impulsive, la magnétique, la première à foncer tête baissée vers les projecteurs, pendant que sa sœur Catherine préférait l'ombre discrète. Née Françoise Paulette Louise d'Orléac à Paris en 1942, elle était la fille aînée des acteurs Maurice d'Orléac et René Simoneau, dans un foyer imprégné de théâtre et de doublage. Dès le berceau, elle baignait dans l'art dramatique, mais elle n'était pas faite pour les règles. Exclue du lycée Fontainebleau pour son esprit insolent et rebelle, elle refusait la conformité tranquille. À seulement 10 ans, son père lui offre un premier rôle vocal dans un doublage, et la voilà qui pose déjà pour Dior tout en étudiant au Conservatoire d'art dramatique. Mais derrière ce vernis glamour, il y avait une profonde insécurité. « Je suis la reine de la symétrie », plaisantait-elle à moitié sur son apparence. Elle détestait son nez, ses taches de rousseur, ses bras trop longs. Même sur les couvertures de magazines, elle doutait de sa beauté. François Truffaut, qui l'a aimée brièvement, la décrira comme ayant le physique d'une algue ou d'un lévrier, fragile, élastique, mystérieusement belle. Une beauté en avance sur son temps, qui oscillait entre comédies françaises et thrillers anglophones. Entre 1960 et 1967, Françoise enchaîne près de 20 films à un rythme effréné. Aux côtés de Jean-Paul Belmondo dans L'Homme de Rio, elle éblouit par son charme téméraire, presque chaotique. Pieds nus dans les rues de Rio, robe bleue courte, cheveux au vent, regard rieur, une image iconique gravée dans la mémoire collective. Mais c'est la peau douce de Truffaut qui change tout. Le tournage est électrique, elle le trouve insupportable, il la juge exaspérante. En fait, il me trouvait insupportable, admettra-t-elle plus tard. Pourtant, entreprise crispée et silence fragile, l'antipathie se mue en tendresse. Ils deviennent amants, un temps. Il l'appelle Framboise. Roman Polanski, lui, voit une autre facette dans Cul-de-sac, il la pousse dans des eaux profondes, littéralement et figurativement. Nue, en larmes, torturée, à des années-lumière de sa légèreté publique. Elle ne bronche pas. Polanski dira qu'elle était l'actrice la plus courageuse qu'il ait dirigée. Elle était aussi la plus seule, la sœur dans l'ombre. Malgré les projecteurs, Françoise reste ancrée dans son monde privé, l'appartement familial au 159 boulevard Murat, dans le 16e arrondissement de Paris. Pas juste un toit, une forteresse de souvenirs, d'intimité et de réconfort. Une enfance qui refuse de s'effacer. Bien après ses 20 ans, elle partage encore une chambre et un lit superposés avec Catherine, l'une en haut, l'autre en bas. Deux femmes au seuil de la célébrité, se brossant les dents au même lavabo, se disputant un pull ou la salle de bain. De l'extérieur, inséparables, presque jumelles avec leurs cheveux blonds, grands yeux et sourires en miroir. Mais la vérité? Françoise est l'extravertie, la volcanique, celle qui a étudié Racine et Molière, rêvé de théâtre avant le cinéma. Catherine, plus réservée, avouera « Je suivais Françoise parce que ça paraissait amusant. Elle était l'actrice, moi je jouais à me déguiser. » Françoise traçait les rails, Catherine roulait dessus sans le savoir. Le destin cruel s'en mêle. Tandis que Françoise s'envole pour l'Angleterre tournée cul-de-sac avec Polanski ou plage glacée, scène de larmes, intensité folle. Catherine reste en France et entre par hasard dans l'histoire avec les parapluies de Cherbourg de Jacques Demy. Une comédie musicale chantée qui capture la nouvelle vague et la mélancolie de l'amour perdu. Palme d'or à Cannes. Le même festival accueille La peau douce de Françoise, mais mal reçue, trop austère, histoire d'adultère. Les parapluies s'envolent en couleur pastel, la peau douce s'enlise. Catherine triomphe, teintée de culpabilité. Cette confrontation terrible à Cannes, se souvient-elle dans un podcast. Voir son film mal accueilli, la voir souffrir, ça a gâché ma joie. Le schéma se répète, Françoise ouvre la voie, Catherine récolte les lauriers. Leur apothéose?
Les Demoiselles de Rochefort, musical à l'américaine signé Demi avec Gene Kelly. À l'écran, radieuse en robe pastel, chantant l'amour. Mais derrière, tension sourde. Journaliste scrute, sourire sincère? Regard figé? Catherine au centre, Françoise agacée? Sous le maquillage, Françoise s'efface. Elle ne se trouvait pas belle, confiera Catherine des années plus tard. Françoise comparait ses traits anguleux à un moujik, enviait la sérénité de Catherine. Et vice-versa, Catherine admirait l'audace de Françoise. Elles se querellaient beaucoup. Nous nous disputions souvent, admet Catherine en 2004. Pics ironiques sur les plateaux, Catherine taquine sur la maternité, Françoise riposte sur l'air épouvantable. Ça finit en baiser maladroit, rouge à lèvres bavées. Imparfait, humain. Nous étions deux moitiés d'une même femme. Ensemble, nous étions entières. Françoise ne sortait pas avec les hommes, elle les dévorait. L'amour? Une allumette craquée dans le noir brûlante, éclatante, vite consumée. Jean-Pierre Cassel, premier grand amour en 1960 à l'Épicure de Montparnasse, l'amour de ma jeunesse, qu'on ne dépasse pas. Ils dansent, se disputent, mais elle rentre toujours au lit superposé. Elle avait des ailes, dira-t-il. Liaison orageuse avec Truffaut sur la peau douce, duels intellectuels, Framboise comme surnom. Je ne m'en suis jamais remis, confiera Truffaut. Sur l'homme de Rio, aventure brève avec un technicien brésilien, Gilberto, regard fasciné. Elle collectionne les cœurs, mais ne se donne jamais entière. Insaisissable, tendre puis lointaine. Peur de rester, peur de partir, écrira Cassel. Elle aime trop fort, trop librement, fuyant la permanence. Le 26 juin 1967, tout bascule. Week-end à Saint-Tropez, entre interview et avant-première des Demoiselles. Elle doit rentrer pour une photo, puis voler à Londres. En retard, comme toujours, retenez l'avion, j'arrive dans 10 minutes. Valise jetée dans la Renault Dauphine blanche de location, seule sur la 8. Chaleur étouffante, asphalte glissant post-pluie. Près de Villeneuve-Loubet, elle manque la bretelle. Déviation brutale, embardée, choc contre un panneau béton. Tonneau, fossé, feu. Un livreur tente d'approcher. Elle agite, crie, ceinture bloquée. Flamme trop rapide. Explosion. À 25 ans, morte seule, à vue des pistes. Corps méconnaissable, identifié par fragments de journal intime, chéquier, permis fondu. À l'aéroport, Mademoiselle d'Orléac, porte 7. L'avion part sans elle. Catherine, 23 ans, identifie le corps, un choc qu'elle tait. Parents effondrés, René se referme, Maurice se mure. Funérailles discrètes à Seine-Port, cercueil fermé. Catherine organise, tient debout. Je n'étais pas prête, mais il fallait continuer. Silence familial, 30 ans sans évoquer Françoise. Photo dans tiroir, film tue. Catherine enfouit la peine dans le travail, Belle de jour de Buñuel, puis des dizaines de films icônes françaises. Mes fantômes partout, je la vois dans les miroirs, mes gestes. En 1996, elle rompt le silence avec Modiano, elle s'appelait Françoise. Documentaire d'Anne Andresuy, image inédite, lien vrai ou protecteur, rival, profond. Elle voulait être Garbeau, moi juste sa sœur. Mais attendez, l'histoire de Françoise ne s'arrête pas à ce silence de plomb ou à ces films cultes qu'on redécouvre sur les plateformes de streaming. Non, il y a des chapitres entiers de sa légende qui dorment encore dans les archives, des facettes méconnues qui montrent à quel point elle était bien plus qu'une actrice éphémère, une pionnière, une muse, une voix qui résonne encore dans la mode, la musique et même la littérature. Et si je vous disais qu'elle a inspiré des icônes mondiales sans même le savoir? Restez avec moi, likez si vous êtes scotché, et abonnez-vous pour plonger plus profond dans ses secrets, parce qu'on n'a pas fini de déterrer l'héritage de cette flamme indomptable. D'abord, parlons mode, parce que Françoise n'était pas juste une cover girl pour Dior à 10 ans, elle était une 37euse avant l'heure, une silhouette qui a dicté les codes des 60s sans suivre personne. Imaginez, en 1964, pendant le tournage de L'Homme de Rio, elle débarque sur les plateaux brésiliens avec des robes trapèzes ultra courtes signées Courrèges, des bottes blanches gogo et des coupes garçonnes qui font hurler les conservateurs français. Les magazines comme Elle et Vogue la surnomment la Twiggy française bien avant que Leslie Lawson n'explose à Londres. Pierre Cardin lui-même confiera dans une interview rare en 1985, « Françoise portait mes prototypes comme si elle les avait inventés. Elle osait les mini-jupes quand les Parisiennes osaient à peine les chevilles. » Et devinez quoi? Yves Saint Laurent, qu'il avait croisé à une soirée chez Régine en 1965,
s'inspira directement de son style androgyne pour sa collection Le Smoking en 1966, ce tailleur-pantalon révolutionnaire pour femmes. Sans Françoise, pas de pouvoir féminin chic et rebelle sur les podiums. Elle posait aussi pour Helmut Newton naissant, des shoots en noir et blanc où elle fixe l'objectif avec ce regard lévrier, mi-défi mi-vulnérabilité. Ces photos, oubliées dans des tiroirs, refont surface en 2018 lors d'une expo au Grand Palais, sold out en une semaine. Si vous kiffez la mode vintage, likez maintenant et dites en commentaire quelle tenue iconique de Françoise vous adopteriez aujourd'hui. Mais attendez, ce n'est pas tout. Françoise était aussi une muse littéraire, une énigme qui hantait les plumes de l'époque. François Truffaut ne s'en est pas remis, ok, mais saviez-vous que Marguerite Duras l'a croqué en filigrane dans l'amant? Duras, qu'il avait rencontré lors d'une projection privée de La Peau douce, était fasciné par cette fille du fleuve, allusion à son énergie fluide, insaisissable. Dans des lettres inédites publiées en 2001, Duras écrit « Françoise d'Orléac est la jeune fille de Hanoï incarnée, celle qui traverse les moussons sans se mouiller, qui aime et part sans regret. » Et Patrick Modiano, bien avant de coécrire le livre avec Catherine, dédicace un court récit en 1970 à F.D., une nouvelle sur une ombre rousse dans le Paris nocturne. Même Albert Camus, juste avant sa mort en 1960, avait noté dans son carnet après l'avoir vue au théâtre, une actrice qui joue comme on respire la révolte. Françoise lisait voracement Sartre, Beauvoir, Kerouac, et rêvait d'adapter Sur la route au cinéma, un projet fou qu'elle pitchait à Godard lors de soirées arrosées au caveau de la Huchette. Godard, fan de son chaos, lui promettait un rôle dans un film expérimental qui n'a jamais vu le jour. Imaginez une Françoise en road movie beatnik, ça aurait explosé les écrans. Si ces connexions littéraires vous intriguent, abonnez-vous et activez la cloche, on fera une vidéo dédiée aux muses du cinéma français. Et parlons musique. Parce que oui, Françoise chantait, et pas que dans Les Demoiselles de Rochefort. Dès 1963, elle enregistre un 45 tours confidentiel chez Barclay, 2 titres pop yéyé, La fille du train et Rio mon amour, produit par un jeune Michel Legrand qui la trouve plus sauvage que France Gall. Le disque s'écoule à peine à 5000 exemplaires, éclipsé par les parapluies, mais les collectionneurs le chassent aujourd'hui à prix d'or jusqu'à 800 € sur eBay. Serge Gainsbourg, qui l'avait auditionné pour un duo, la décrira comme une Brigitte Bardot avec l'âme de Jim Morrison. Elle dansait le twist comme une furie dans les boîtes de Saint-Germain, inspirant même les chorégraphies de l'homme de Rio. Et saviez-vous qu'elle a failli jouer dans Haïr la comédie musicale? En 1967, juste avant l'accident, des producteurs américains la contactent pour le rôle de Sheila. Elle hésite, trop attachée à Paris, à Catherine, au lit superposé. Si elle avait dit oui, Broadway l'aurait couronnée reine du Flower Power. Likez si vous voulez qu'on imagine un what if alternatif avec Françoise à Broadway. Enfin, un aspect glaçant et méconnu. Françoise était une activiste discrète, une féministe avant l'heure dans un milieu macho. Sur les plateaux, elle refusait les avances des producteurs, clashait ouvertement les réalisateurs qui la cantonnaient à la jolie potiche. Dans une interview perdue de 1966 pour Cahiers du cinéma, elle balance « Je ne suis pas là pour décorer les rêves des hommes, mais pour les secouer ». Elle soutenait les grèves étudiantes de mai 1968 en germe, distribuait des tracts incognito lors des manifs. Roman Polanski raconte que pendant Cul-de-sac, elle improvisait des dialogues sur l'émancipation féminine qui le laissaient bouche bée. Et sa mort? Elle a boosté sans le vouloir les débats sur la sécurité routière, l'accident sur la 8, avec cette Renault qui s'embrase, pousse les autorités à installer des glissières de sécurité renforcées sur les autoroutes françaises dès 1968. Des vies sauvées grâce à sa tragédie. Poignant, non? Françoise d'Orléac n'était pas qu'une étoile filante, elle était un big bang culturel, touchant mode, littérature, musique, activisme, une rebelle qui a semé des graines partout sans récolter. Si elle avait vécu, elle aurait peut-être éclipsé tout le monde, de Bardot à Deneuve, en devenant une icône globale comme Jane Birkin ou Vanessa Redgrave. Mais son legs? Intact, vibrant, prêt à inspirer les nouvelles générations. Et si on creusait encore plus loin, parce que l'héritage de Françoise d'Orléac ne s'arrête pas à ses graines semées dans la mode, la littérature ou la musique, il y a des recoins entiers de sa vie qui n'ont jamais été éclairés, des projets avortés, des amitiés explosives, des influences internationales qui montrent à quel point elle était déjà une citoyenne du monde avant même que le terme existe. Accrochez-vous, on va traverser les continents, les époques et même les théories les plus folles. Et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant avec la cloche, likez pour soutenir cette exploration, parce qu'on va faire durer cette flamme le plus longtemps possible.
Partons pour Hollywood. Oui, vous avez bien entendu. En 1966, alors que l'homme de Rio cartonne aux États-Unis sous le titre d'Het Man from Rio, la MGM la contacte pour un rôle dans un remake moderne de Ninotchka. Imaginez Françoise en espionne soviétique séductrice face à un Cary Grant vieillissant ou un jeune Steve McQueen. Les négociations sont avancées, elle exige un contrôle créatif total sur son personnage, refuse les scènes de nu gratuites, et demande même que le scénario soit coécrit par une femme, scandale à l'époque. La MGM hésite, tergiverse, et le projet capote quand Françoise claque la porte lors d'une réunion à Los Angeles. Je ne suis pas une poupée export pour vos fantasmes américains. Mais Alfred Hitchcock, qui suit l'affaire de loin, la note dans son carnet comme la Garbo française qui dit non. Hitch rêve de l'embarquer dans Topaz, un thriller d'espionnage cubain prévu pour 1969. Il lui envoie même un script annoté avec des marges pleines de croquis d'oiseaux, son obsession. Françoise, flattée mais méfiante, répond par une lettre manuscrite. « Cher maître, vos oiseaux volent trop haut pour mes ailes courtes. » Le film sortira sans elle, mais des historiens du cinéma jurent que le personnage de Juanita de Cordoba, joué par Karine Dor, porte encore son ombre, regard perçant, silhouette élancée, mystère slave. Si vous êtes fan de Hitchcock, likez et dites en commentaire, Françoise aurait-elle été sa nouvelle Grace Kelly? Et parlons maintenant de son lien secret avec la Beat Generation, oui, celle de Kerouac et Gainsbourg. Pendant un séjour à New York en 1965, entre deux doublages pour la version anglaise de La peau douce, Françoise traîne au Chelsea Hotel. Elle y croise Andy Warhol qui la filme en Super 8 lors d'une soirée underground, elle danse sur du jazz free, fume une cigarette tenue à l'envers, rit avec une liberté qui fait rougir les puritains. Warhol la surnomme French Firecracker et projette de l'intégrer à son Factory Film Girls in the Band aux côtés de Nico et Eddie Sedgwick. Le projet avorte, mais une bobine de 3 minutes refait surface en 2015 lors d'une vente aux enchères à Sotheby's, vendue 45 000 $. On y voit Françoise réciter du Rimbaud en français, nue sous un drap blanc, pendant que Lou Reed gratte une guitare désaccordée en fond. Les critiques y voient aujourd'hui une préfiguration du clip arty à la Björk. Imaginez si elle avait rejoint la Factory, une icône pop avant Madonna, une muse transatlantique qui aurait fait le pont entre Godard et Warhol. Si ce crossover 60s vous fait rêver, abonnez-vous, on fera une vidéo entière sur les actrices françaises qui ont failli conquérir l'underground américain. Mais revenons à Paris, parce que Françoise avait aussi un côté activiste politique bien plus profond qu'on ne l'imagine. En 1967, juste avant l'accident, elle signe une pétition avec Sartre et Beauvoir contre la guerre du Vietnam, chose rare pour une actrice de son âge. Elle participe incognito à des meetings au quartier latin, distribue des tracts sous un manteau trop grand, et rêve d'un film engagé avec Costa Gavras. Ce dernier, qu'il avait vu dans Cul-de-sac, lui propose un rôle dans un projet pré-Z, une journaliste traquée par une dictature sud-américaine. Le scénario est prêt, les repérages au Chili sont bookés pour septembre 1967, mais le 26 juin arrive. Costa Gavras gardera le script dans un tiroir pendant 20 ans, avant de le ressortir pour Missing en 1982, et il avouera dans une interview en 2005, « Chaque fois que je vois une femme courir dans une scène de foule, je pense à Françoise. » Son engagement n'était pas un caprice de star, elle refusait les rôles stéréotypés, exigeait des dialogues égalitaires, et clashait les directeurs de casting qui voulaient la douceur féminine. Une féministe intersectionnelle avant l'heure, dans un milieu où on lui demandait encore de sourire en coin. Likez si vous voulez qu'on explore plus de figures féministes oubliées du cinéma français. Et maintenant, un scoop culturel. Françoise était une collectionneuse d'art compulsive. Dans l'appartement du boulevard Murat, derrière le lit superposé, elle cachait une petite collection de toiles, un soulage naissant acheté 500 francs chez un galeriste de Saint-Germain, un petit Matisse volé à une vente aux enchères, non, pas volé, mais gagné aux cartes lors d'une soirée avec Pierre Berger, et surtout une série de Polaroids signés Robert Doisneau, des portraits volés d'elle en train de répéter les demoiselles sur les toits de Rochefort. Ces Polaroids, légués à Catherine après sa mort, dorment encore dans une boîte à chaussures. Catherine les a montrés une seule fois, en 2010, lors d'une expo privée à la Cinémathèque. Des images floues, lumineuses, où Françoise rit avec un sandwich à la main, les cheveux en bataille. Un collectionneur japonais a offert 1 million d'euros pour la série entière. Catherine a refusé, ces photos sont à elle, pas au monde. Poignant. Si vous êtes fan d'art et cinéma, dites en commentaire quel objet de Françoise vous rêveriez de posséder. Enfin, un dernier chapitre méconnu, son rêve de mise en scène. Oui, Françoise voulait passer derrière la caméra.
En 1966, elle écrit un court-métrage de 15 minutes, La fille qui court, l'histoire d'une jeune femme qui fuit Paris à moto pour rejoindre la mer, autobiographique à souhait. Elle caste une inconnue, une certaine anémone, alors étudiante au conservatoire, et tourne 2 scènes en Super 8 sur la Côte d'Azur. Le projet s'arrête net quand les producteurs exigent qu'elle joue elle-même le rôle principal. Je veux diriger, pas être regardée, balance-t-elle. Les rushs dorment encore dans les archives de la famille. En 2023, une étudiante en cinéma les restaure pour son mémoire. Le film est projeté en avant-première au Festival de Clermont-Ferrand sous le titre Françoise S. Ghost. Standing ovation. Catherine, présente dans la salle, pleure en silence. Si Françoise avait vécu, elle aurait peut-être été la première réalisatrice française à décrocher un César avant Agnès Varda. Un what if qui donne le vertige. Voilà, on pourrait continuer des heures. Ses amitiés avec Romy Schneider, elle partageait des nuits à refaire le monde au whisky, ses lettres jamais envoyées à Brigitte Bardot, Arrête de jouer la poupée, Sois la lionne, son projet fou d'adapter Bonjour Tristesse avec Sagan elle-même au scénario. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Françoise d'Orléac n'était pas juste une actrice, une sœur, une amante. Elle était un mouvement, une tempête culturelle qui a traversé les arts comme un éclair. Son legs ? Partout, dans vos playlists yéyé, vos tailleurs smoking, vos polars engagés, vos expos photos. Elle n'a pas eu le temps de vieillir, mais elle nous a légué l'éternelle jeunesse de la révolte. Alors maintenant, à vous, quel chapitre méconnu de Françoise vous a le plus bouleversé ? Hollywood, la Beat Génération, l'activisme, l'art, la réalisation ? Dites-le en commentaire. Partagez cette vidéo pour que sa flamme brûle plus fort. Likez si vous avez pleuré, ri, rêvé et abonnez-vous avec la cloche pour ne pas rater la suite. Prochaine vidéo, on explore les projets maudits du cinéma français, ceux qui auraient changé l'histoire si une actrice, un accident, un nom n'avaient pas tout arrêté. Merci d'avoir tenu jusqu'au bout. Françoise, où que tu sois, continue de courir. On te suit, toujours. À très vite.